Bonjour, je m'appelle Daniel Cussac, je suis professeur de physiologie et pathologie humaine à la faculté de pharmacie et nous allons voir ensemble sur 6 vidéos un certain nombre d'éléments pouvant rendre compte de la fonctionnalité du tissu nerveux et ceci en complémentarité des cours que vous avez eus en vidéo là aussi sur les aspects plutôt histologiques, organisationnels de ce tissu nerveux dans l'UE2. Alors, en termes de généralité un petit peu sur le système nerveux, la majorité des activités du système nerveux sont, on pourrait considérer, initiées par un certain nombre d'expériences émanant de récepteurs sensoriels. Ces récepteurs sensoriels peuvent être des récepteurs visuels, la vue, l'ouïe, le toucher, d'autres. Et ces expériences sensorielles peuvent entraîner, générer une réaction au niveau du cerveau, pas immédiate, ou alors peuvent au contraire être mémorisées pour que ce dernier fasse une action qui se fera soit au bout de quelques minutes, de quelques semaines, voire de nombreuses années. Ce qui permettra finalement de déterminer la réaction de notre organisme pour des situations qui se reproduiraient dans le futur. Et par rapport à cette notion d'intégration, en fait, une des fonctions principales de notre système nerveux va être de traiter ces informations de manière à générer les bonnes réponses motrices, les réponses les plus adaptées possibles. Et la conséquence est que la très grande majorité, plus de 99% des informations qui vont être reçues au niveau de notre cerveau, vont être considérées finalement comme n'étant qu'un certain bruit de fond. Autrement dit, que ces informations vont être écartées par le cerveau parce qu'il ne les considérera pas comme étant importantes ou comme étant pertinentes. Peut-être qu'à l'instant, quand vous écoutez cette vidéo, vous êtes à côté d'une rocade, d'une voie de chemin de fer, et vous avez peut-être un bruit, je dirais, continu de voitures qui passent ou un train qui passe, et finalement, vous n'y faites pas attention. Et simplement parce que votre cerveau a intégré un jour que ce bruit-là, a priori, n'était pas pertinent parce qu'il ne générait pas de réponse adaptative, c'est-à-dire que par rapport à la gestion de notre corps et de l'environnement, il n'y avait sans doute pas de danger à avoir et donc pas de réponse à générer. Par contre, si dans ce flux continu de bruit que vous avez, par exemple, d'un passage d'une route, vous avez un klaxon, peut-être que là, vous allez l'entendre parce qu'on va sortir de ces éléments qui sont considérés comme non pertinents et le cerveau va prendre en compte cette information pour savoir est-ce que oui ou non, je dois générer une réponse adaptée ou pas. Parce que peut-être que dans le passé, lorsqu'il y avait un bruit de klaxon, ça avait été associé à un élément qui était un élément potentiellement dangereux ou en tous les cas qui avait requis de faire, d'avoir une réponse adaptée de l'organisme. Et donc l'intégration, qui pour moi est le maître mot qu'on pourrait donner, qu'on pourrait dédier à ce système nerveux, eh bien, va donc consister à amener toutes ces informations sensorielles qui vont être récupérées par le système nerveux vers des régions qu'on peut qualifier de régions intégratives et motrices de manière à générer la réponse qui sera la plus en adéquation possible. Vous mettez la main sur une plaque chauffante, vous brûlez, l'information de différents récepteurs qui revient au cerveau, au centre supérieur, et qui dit la main est en train de brûler, eh bien, il faut générer une réponse la plus adaptée qui va être raisonnablement d'enlever la main. Donc, d'envoyer une réponse motrice à des muscles qui vont tous se combiner les uns les autres pour pouvoir enlever cette main. Peut-être qu'en même temps, on va pousser un cri. Ça va être une autre façon de voir, de tourner son regard pour voir les conséquences qu'il y a eu sur la main, voire de générer d'autres effets pour arrêter la plaque ou que sais-je. Et donc, au niveau de ce système nerveux, on va pouvoir distinguer 3 niveaux en fait, majeurs qui présentent chacun, je dirais, des rôles fonctionnels spécifiques et qui ne sont pas à hiérarchiser les uns par rapport aux autres. Le premier niveau, c'est la moelle épinière. La moelle épinière, souvent, on peut avoir une vision que je qualifierais de réductrice, un peu comme quand on parle des tissus conjonctifs ou quand on parle du tissu adipeux, souvent les gens ont une vision très, je dirais, simpliste du tissu adipeux comme un organe uniquement de réserve, ce qui est faux. Et bien là, c'est pareil pour la moelle épinière. La vision simpliste, c'est de se dire que finalement, c'est un canal que l'on a qui permet de faire transiter l'information du haut vers le bas, du centre vers la périphérie. Ce qui est vrai, c'est un système de transfert d'informations, effectivement, de signaux périphériques vers leur cerveau et inversement. Mais il n'y a pas que ça.
Ça, on s'en rend compte, car si on fait des sections hautes dans la moelle épinière, on constate qu'il y a certains mouvements qui peuvent toujours persister. Enfin, en tout cas, certaines fonctions, pardon, qui peuvent toujours persister. Alors, en fait, on sait qu'on a certains circuits neuronaux qui peuvent jouer un rôle et qui n'ont essentiellement, on va dire, besoin pour être quasiment efficaces que de la moelle épinière. Certains mouvements, par exemple, de la marche. On va avoir certains réflexes vis-à-vis, par exemple, de contacts douloureux avec des objets. C'est l'illustration du schéma que vous avez en dessous lorsqu'on se pique, on se brûle. Des réflexes qui vont, par exemple, donc, ce qu'on appelle des réflexes nociceptifs, des réflexes par rapport à la douleur. On peut avoir des réflexes pour renforcer les jambes, qui vont permettre de résister à la gravité, à notre poids corporel. Des réflexes qui vont aller modifier nos vaisseaux, des réflexes vasculaires. Des réflexes qui vont avoir lieu uniquement dans notre tube digestif, des réflexes gastro-intestinaux au cours de la digestion, où là aussi, on peut identifier des boucles de réflexes qui peuvent se cantonner au tube digestif de la système nerveux entérique, mais qui peuvent aller aussi jusqu'au, par exemple, au niveau de la moelle, et pour mettre en relation deux parties du tube digestif, l'intestin grêle et l'estomac, par exemple, ou encore des réflexes comme au niveau du tractus urinaire, qui là aussi implique des réflexes spinaux, autrement dit des réflexes à l'étage de la moelle. Alors souvent, les centres supérieurs ne vont pas directement envoyer des informations en périphérie, mais plutôt vers des centres médulaires qui vont à leur tour pouvoir réaliser certaines fonctions et pouvoir réguler, je dirais, ces réponses, moduler ces réponses. Deuxième étage, c'est le cerveau inférieur. Le cerveau inférieur, ça va être le siège de la majorité des activités que l'on qualifie d'inconscientes. C'est-à-dire que ces activités vont être contrôlées par des structures qui appartiennent à ce cerveau inférieur. On peut citer dans ces structures le bulbe rachidien, la protubérance annulaire. Au niveau notamment de ces structures, on retrouve de grands centres de régulation de la respiration, par exemple, le centre pneumotaxique, l'apnostique, les centres respiratoires dorsaux et ventraux, bref, tout ce qui va réguler notre respiration, et on n'a pas besoin de se concentrer pour le faire. C'est ce cerveau inférieur, ces structures qui le gèrent pour nous. On va retrouver dans ce cerveau tout ce qui est les structures mésencéphaliques, le mésencéphale, l'hypothalamus, le thalamus. On peut citer encore le cervelet, qui est en arrière ici, ou les noyaux gris centraux. Par exemple, parmi les structures que l'on va, plutôt les fonctions physiologiques qui vont être régulées à ce niveau-là, on peut citer la pression artérielle qui va être contrôlée par des structures que l'on retrouve dans le cerveau inférieur. La respiration, je vous l'ai dit, avec la zone bulbo-protubérantielle, l'équilibre, plusieurs structures qui interviennent à l'équilibre, le cervelet joue un rôle important, le bulbe, la substance réticulée du bulbe, ou encore des parties du mésencéphale, des réflexes digestifs, par exemple la salivation, dans le noyau salivaire, ça va impliquer des structures localisées au niveau du bulbe, de la protubérance, de l'hypothalamus. C'est aussi le siège des émotions, la colère, la douleur, l'agitation, les activités sexuelles, le plaisir. Toutes ces émotions, on peut les retrouver par exemple chez des animaux qui sont privés de cortex cérébral, ce qui montre bien que ce cerveau inférieur est le siège, entre autres, de ces différentes fonctions physiologiques. Troisième niveau, c'est le cerveau supérieur, ce qu'on appelle aussi le cortex. Alors, ce cerveau supérieur, première idée, ce n'est pas parce qu'on dit le terme supérieur que c'est lui le maître à bord et que les autres ne servent à rien. Ce cerveau supérieur, ce cortex, il va en fait fonctionner en partenariat avec les centres inférieurs et ça va être le centre du souvenir, d'une part. Et deuxièmement, il va être essentiel pour tous nos mécanismes de pensée. Mais toujours avec l'idée qu'il ne faut pas le dissocier des centres inférieurs, car les centres inférieurs sont finalement responsables de son éveil. C'est eux qui vont lui amener des informations, qui vont y redonner tout un tas d'éléments en provenance de la périphérie et du monde qui nous entoure et qui vont donc l'éduquer pour que lui puisse faire ce travail, que ce soit la pensée, le souvenir et des régulations, je dirais, plus intégratives. Alors le neurone au niveau de ce système nerveux, on l'a déjà évoqué dans l'UE2, ça correspond à l'unité fonctionnelle du système nerveux. L'unité fonctionnelle, c'est en gros en physiologie la plus petite structure qu'on retrouve dans un organe qui peut rendre compte de l'activité physiologique de cet organe. La structure du neurone, on ne va pas y revenir, mais globalement, le système nerveux il est composé d'un très grand nombre de neurones, plus de 100 milliards de neurones, si on cumule toutes les structures entre le cortex cérébral, le cervelet, qui en présente là aussi normalement beaucoup. Et le signal, en fait, va pénétrer
l'intérieur de la cellule par des synapses qui vont être localisées au niveau des dendrites neuronales ou du corps cellulaire. Et ensuite, ce neurone va intégrer tous ces signaux et va générer une réponse ou pas que l'on va voir dans les prochaines vidéos. Alors, selon les types de neurones, le nombre de connexions synaptiques que l'on va avoir avec la fibre afférente peut varier de quelques centaines à plus de 200 000 connexions. Ce qui fait qu'en moyenne, on considère qu'on a à peu près 10 000 synapses par neurone, ce qui est énorme, ce qui veut dire qu'en permanence, un neurone va recevoir en moyenne plus de 10 000 informations, des go, des no-go, il va devoir intégrer tout ça pour dire lui finalement, OK, on y va ou on n'y va pas. Multiplions maintenant cela par les dizaines de milliards de neurones que nous avons et on se rend bien compte de la complexité de tous ces circuits. Alors, il est toujours intéressant de constater que l'homme, si on regarde un petit peu notre position dans le règne animal, et la souris, par exemple, on partage le même nombre de gènes, 22 000. Et pourtant, on n'a pas le même, je dirais, degré de complexité au niveau de notre système nerveux, au niveau de notre cerveau en termes de fonctionnalité. Pourquoi? Bien simplement parce que si on regarde les neurones, on s'aperçoit que la souris a à peu près 40 millions de neurones, soit, on va dire, allez, 2000, 2500 fois moins que l'homme. Et alors, qu'est-ce qui rend compte de cette différence? Tout d'abord, c'est que tout simplement, vous le savez, en génétique, le nombre très important de combinaisons possibles à partir des 20 000, 22 000 gènes est variable. Et donc, on a une complexité qui n'est pas fonction spécifiquement du nombre, mais soit de la combinaison des gènes entre eux, soit de l'expression spatio-temporelle de ces gènes au cours du développement. Et ce sont ces deux éléments qui rendent compte de ces différences. Deuxième notion à garder à l'esprit au niveau du cerveau humain, c'est qu'il présente une plasticité importante. C'est un processus, le cerveau humain, finalement, qui est en perpétuel remaniement. Et ça, c'est des choses qui ont évolué depuis, lorsque moi j'ai fait mes études, ce n'était pas tout à fait des notions qu'on avait à l'esprit. On imaginait le cerveau, il est en développement, puis à partir d'une vingtaine d'années, etc., on avait plutôt une décroissance. Alors qu'on sait maintenant qu'on a une plasticité, ça a été montré dans certaines études. Si on entretient le cerveau, on dit souvent comme un muscle, et bien c'est vrai, on peut, chez des personnes âgées, arriver à maintenir et à développer un certain nombre d'éléments parce qu'il y a cette plasticité, il est capable de se remanier en permanence. Alors, le développement du cerveau humain, en fait, il va différer des autres animaux, y compris de nos cousins les plus proches, les grands primates, par plusieurs points. Tout d'abord, l'homme présente un taux de croissance neuronale qui est très rapide, même après la naissance, alors qu'on observe un ralentissement classiquement postnatal chez les autres espèces. Et si on regarde notre capital postnatal, on se rend compte qu'on va avoir une augmentation à peu près de 250 000 unités par minute après la naissance. Et on observe à peu près 30 000 synapses qui se forment par seconde et par centimètre carré au niveau du cortex dès les premières années de la vie. La conséquence de tout ça, c'est qu'on va avoir un rapport du poids du cerveau sur le poids corporel qui est identique à la naissance entre ces espèces, l'homme, les primates, etc. Mais par contre, chez l'homme, ce rapport va augmenter ensuite parce qu'on aura toujours ce développement qui continuera de manière très rapide, une cinétique de développement très rapide, ce qui fera qu'on aura un rapport qui sera, on va dire, à peu près d'un facteur 3, 4 et 3,5 par rapport aux primates. L'homme va avoir un cerveau qui va faire un peu plus d'1 kilo sur un poids corporel, mettons, de 60-70 kg, alors que le singe, on aura un cerveau qui fera à peu près la moitié, 500 grammes, à peu près un demi-kilo, mais sur un poids corporel qui va être à peu près de 140 kg. Donc, on voit la différence de rapport entre le poids du cerveau et le poids de l'organisme. Et chez l'homme, on a un cerveau qui pèse, entre guillemets, beaucoup plus par rapport à notre organisme et qui est simplement le signe que l'on a beaucoup plus développé le nombre de neurones, de connexions, etc. Et cette augmentation très importante du nombre de neurones chez l'homme, finalement, eh bien, sans doute qu'au cours de l'évolution, elle a permis de créer de nouveaux sites pour pouvoir prendre en charge de nouvelles fonctions par rapport aux autres espèces, d'avoir de nouveaux modules adressables, un peu par analogie avec ce qu'on fait en informatique, c'est-à-dire que vous avez de nouvelles possibilités de mémoire, par exemple, et à ce moment-là, vous pouvez adresser de nouvelles fonctions en programmation à ces mémoires. Et bien là, c'est un peu pareil. Et donc, ça nous a permis de développer ces nouvelles fonctions. Et parmi ces nouvelles fonctions, eh bien, ce qu'on a pu développer, c'est l'apprentissage. Vous avez évidemment donné une certaine supériorité, entre guillemets. Alors, la supériorité n'est pas une supériorité par rapport aux autres espèces, qu'on soit clair, hein, mais c'est simplement une supériorité pour nous adapter à notre environnement extérieur, qui était plutôt hostile. En tous les cas, l'homme n'est pas une machine vraiment très performante pour tenir sur notre planète par rapport à d'autres espèces animales. Mais par contre, l'apprentissage a permis de développer des outils, etc., de comprendre notre environnement et de trouver des solutions pour être un peu plus,
je dirais, efficient par rapport à notre interaction avec lui. Et de même que cette augmentation, ces capacités nouvelles nous ont permis de développer la pensée logique. Et là aussi, cette pensée logique nous a fait faire un bond, je dirais, à l'humanité par rapport aux autres espèces animales en termes d'évolution. On continuera donc cet exposé dans une seconde vidéo.